Je vais vous parler de nutrition, et en particulier de l'effet de la nutrition sur les fonctions du cerveau. C'est un sujet très vaste et ouvert, et l'on va apprendre beaucoup de choses qui avant n'étaient encore que des hypothèses. L'une des choses les plus intéressantes, c'est les effets de la nutrition sur la génétique. La nourriture peut contrôler l'expression des gènes, actifs ou non actifs. Et nous constatons que dans les premiers stades du développement de l'enfant, une modification de la nourriture chez la mère ou chez l'enfant peut entraîner des changements dans la vie de l'enfant, d'une façon positive ou négative, en réduisant les risques de cancer du sein par exemple, ce qui a été découvert récemment, ou en réduisant les risques d'hypertension chez l'adulte, en fonction de ce dont s'est nourri l'enfant ou le fœtus. On va se focaliser ici sur l'effet de la nourriture, sur les fonctions du cerveau, en particulier le comportement des gens. On sait que le cerveau utilise énormément d'énergie, et le cerveau est la seule partie du corps dont le métabolisme et les fonctions ne soient pas complètement au repos. Le métabolisme du cerveau ne ralentit jamais, et si vous donnez une grosse dose de phénobarbital, afin de mettre une personne dans le coma profond, où il faut contrôler la respiration, vous pouvez seulement réduire le métabolisme du cerveau de 50%. Donc les gens qui sont dans un coma profond ont toujours une activité très forte dans le cerveau. Parce que le cerveau métabolise les nutriments si rapidement, il produit beaucoup de radicaux libres et fait beaucoup de peroxydation lipidique. Donc le cerveau commence à s'oxyder, ce qui est dangereux. Et maintenant, on commence à se rendre compte que tous les problèmes neurologiques en reviennent à cela, que ce soit Alzheimer, Parkinson, la maladie de Lou Gehrig. Toutes ces maladies sont caractérisées par un fort taux de radicaux libres, par un fort taux de peroxydation lipidique qui commence à détruire la structure du cerveau, ses connexions, ses cellules, ses mitochondries, son ADN. Donc si vous ne remplacez pas ces parties endommagées, les fonctions du cerveau s'amenuisent petit à petit, et ceci n'est pas uniforme. Certaines parties du cerveau sont plus sensibles que d'autres. On peut avoir un exemple de la forte activité cérébrale en constatant que le cerveau consomme 20% de l'oxygène du sang, 25% du glucose du sang, et pourtant qu'il ne représente que 2% du poids du corps. C'est donc une usine métabolique énorme qui est à l'œuvre dans les cellules du cerveau. Une autre chose importante qui se passe aussi dans le reste du corps est que le cerveau est constamment en renouvellement. Certaines parties se renouvellent sur plusieurs mois, d'autres sur plusieurs années. Mais on constate que certaines parties les plus importantes, principalement les acides gras oméga 3 tels que le DHA, est remplacée très rapidement, en l'espace de 2 semaines. Ce qui veut dire que s'il vous en manque, le cerveau commence à changer sa structure très rapidement, afin qu'il ne manque pas d'éléments vitaux à son fonctionnement. Il ne lui faudra donc que 2 semaines pour être en déficience. Une des premières preuves d'une connexion entre ce que vous mangez et votre comportement fut révélée par le Dr Gould en 1910. On voit bien que ce n'est pas récent. En 1935, on constata que l'hypoglycémie pouvait imiter une grande partie des troubles nerveux psychologiques, comme les névroses, l'hystérie, la neurasthénie et la psychose. On peut voir ces symptômes apparaître chez les personnes qui sont en état d'hypoglycémie. En 1973, les docteurs Wendel et Bibb ont trouvé 74% d'incidence d'hypoglycémie dans les cas de schizophrénie, particulièrement le type de schizophrénie associé aux troubles de l'anxiété. Donc chez les schizophrènes hyperactifs, presque 3/4 étaient en état d'hypoglycémie. Et nous allons voir qu'il y a une forte relation entre la métabolisation des sucres dans le cerveau, la métabolisation des glucides et plusieurs troubles psychologiques. 60% des membres des familles qui ont des enfants hyperactifs ont des problèmes de diabète, d'obésité ou d'alcool, donc en relation avec la consommation de sucre. On trouve donc une très forte corrélation avec l'hyperactivité chez les enfants.
D'autres recherches ont montré que 75% des prisonniers étaient hyperactifs dans l'enfance. Cela nous ramène donc à leur enfance, pendant laquelle sont programmés ces comportements criminels de leur vie d'adulte. Alors pourquoi le sucre aurait autant d'influence sur le cerveau? Quand le sucre est en excès, il produit un excès d'insuline qui entraîne une hypoglycémie. Quand le taux de sucre dans le sang chute, il se produit deux choses. D'une part, le corps essaie de remonter le taux de sucre dans le sang parce qu'il en a besoin pour son métabolisme. Donc il stimule les glandes surrénales afin de produire deux hormones, l'épinéphrine et la norépinéphrine. Ces hormones sont responsables de votre nervosité quand votre taux de sucre dans le sang chute. Elles excitent le cerveau pour augmenter son activité. Quand le cerveau est en hypoglycémie, il produit aussi le neurotransmetteur glutamate. Le glutamate est le principal neurotransmetteur excitateur. C'est donc l'élément primaire qui pousse l'activité du cerveau à fond. Donc les deux, épinéphrine, norépinéphrine et glutamate, produisent un état d'hyperactivité. Regardons maintenant les relations entre le crime et la nutrition. Ces recherches ont été faites par le Dr Stay, agent de probation dans l'Ohio, des recherches en relation entre la nutrition et la violation de liberté surveillée. Elle trouva que parmi eux, ceux qui avaient une mauvaise alimentation avec beaucoup de sucre, beaucoup de malbouffe ou de nourriture avec des additifs alimentaires tels le glutamate monosodique et des produits à l'aspartame, environ 56% d'entre eux avaient un comportement antisocial, commettant des vols, utilisant la violence, etc. Mais si on les mettait sous un régime plus équilibré, seulement 8% violaient leur période de liberté surveillée. Donc il y a un changement radical dans leur comportement, seulement en changeant leur régime alimentaire. Et ces gens sont des criminels. En ce qui concerne les drogues et les abus de drogue, les résultats sont similaires. Parmi ceux qui continuent leur régime normal avec beaucoup de sucre et de malbouffe, 47% continuent à utiliser de la drogue durant leur période de liberté surveillée. Alors que pour ceux qui sont mis sous régime alimentaire contrôlé, seulement 13% prennent de la drogue pendant leur période de liberté surveillée. Ce ne sont donc pas des effets mineurs, mais des effets majeurs qu'il ne faut pas négliger. Ils ont aussi trouvé qu'il y avait une relation importante avec la diminution des suicides. Il y a donc une corrélation entre ces régimes sucrés et de malbouffe et les comportements suicidaires. Dans le système de prison d'Alabama, ils ont fait les mêmes études, en changeant le régime de leurs prisonniers. Il y a eu une réduction de 42% des actes criminels, une réduction de 61% des actes antisociaux sur l'année, et donc encore un exemple flagrant de l'influence du régime alimentaire sur le comportement. Voici le cas particulier de Raymond. Raymond fut arrêté pour avoir agressé sa petite amie. Il a essayé de la tuer. Ils étaient en train de se disputer à propos d'une banalité, et d'un coup ça l'a rendu fou de rage. Il a pris son magnum et il lui a mis dans la bouche pour la tuer. Elle s'est débattue, et en repoussant l'arme avec sa main, il lui a tiré dans la main. Elle n'a pas voulu porter plainte, mais l'État a poursuivi Raymond pour avoir tiré avec une arme. Ils l'ont donc arrêté. Le docteur Stay a donc regardé dans l'historique de Raymond, et elle a trouvé qu'à l'âge de 4 ans, sa mère avait constaté qu'il avait des épisodes de faiblesse qui l'empêchaient de continuer à jouer. Elle lui donnait donc un peu de sucre pour qu'à chaque fois il puisse reprendre ses activités. Mais cela recommençait, son taux de sucre dans le sang chutait, et donc elle recommençait à lui donner du sucre. À l'âge de 13 ans, il avait des épisodes de changement d'attitude radicaux, et ses résultats à l'école ont chuté. Il a eu des épisodes de comportement violent, et ceci en corrélation avec sa glycémie. Et donc à l'âge de 23 ans, il y a cette tentative d'assassinat. Donc lorsqu'on le fit passer à un régime alimentaire contrôlé, lors de sa liberté surveillée, au lieu d'un régime classique de malbouffe, constitué de donuts, de gâteaux, de bonbons, de café, un régime qui reflète le régime de pas mal de monde aujourd'hui parmi les jeunes, il ne commit aucun délit durant sa période de probation, ni aucun acte violent après cela.
Il était devenu une personne différente, et les gens ne croyaient pas que c'était la même personne. Voici maintenant des études qui ont été faites dans des prisons de 5 États. Ils ont cherché des carences chez les criminels adultes, en magnésium, en zinc, en folate, en vitamine B6. Il a été trouvé que dans ces 5 États, ce sont les criminels les plus violents qui ont le plus de carences. Donc le plus de violence, le plus de carences. Ce n'est pas seulement pour l'hypoglycémie. Au centre pour enfants d'Oklahoma, il y a une étude qui a trouvé qu'il y avait une réduction de 43% des crimes en changeant le régime de malbouffe des jeunes délinquants. Comme si cela ne suffisait pas, ils ont voulu essayer d'être un peu plus objectifs sur ces résultats. Et pour cela, ils ont étudié les électroencéphalogrammes des prisonniers. Ils ont donc trouvé chez les prisonniers violents environ 14 anomalies dans leurs électroencéphalogrammes. Avec le changement de régime, ces anomalies sont passées au nombre de 2. Donc l'électroencéphalogramme s'est énormément amélioré. Ils ont trouvé que même de petites carences peuvent entraîner un comportement criminel chez les individus sensibles, qui sont très nombreux. Le sélénium a aussi une grande importance dans le fonctionnement du cerveau, et il y a beaucoup de nouvelles études qui étudient les fonctions du sélénium à l'intérieur du cerveau. Avant, on pensait que le sélénium était seulement un antioxydant, bon pour le foie, pour le cœur. Maintenant, on comprend son importance dans les fonctions du cerveau, particulièrement dans le comportement. La carence en sélénium est liée aux causes de dépression et de confusion mentale. Quand on augmente la dose de sélénium chez l'individu, cela améliore l'humeur. De nouvelles études montrent aussi que le sélénium joue un rôle important dans le fonctionnement du cerveau et que sa carence est problématique. Regardons maintenant les cas de criminels violents et leur consommation de sucre. En 1900, les Américains consommaient environ 2 kg de sucre par an et par personne. Ce n'est pas beaucoup. Maintenant, ils consomment plus de 58 kg de sucre par an, une augmentation de 2500%. Nous avons vu beaucoup d'études fiables prouvant que la consommation de sucre est responsable directement d'un comportement criminel et d'actes de violence et de délinquance. Et pourtant, on en mange plus que jamais. 57% du sucre vient de l'alimentation industrielle. Il ne provient pas seulement de la cuillère de sucre que l'on met dans son café, mais il est caché dans l'alimentation industrielle. Les sources principales de sucre sont les jus de fruits et les sodas. 43% du sucre total proviennent de ces deux sources. Quand on va dans des endroits où il y a des jeunes, on les voit boire ces sodas, et on pense généralement, d'après ce que les gens disent, que ce sont les jeunes qui boivent des sodas. Si vous regardez les publicités de Coca-Cola et de Pepsi par exemple, elles sont destinées aux enfants et aux jeunes. Et que font les jeunes mamans quand leur bébé est assez âgé pour manger de la nourriture solide et venir à table? Elles leur donnent des jus de pomme en briques. Et ces briques contiennent 35 grammes de sucre. Les jus d'orange et les jus de fruits contiennent énormément de sucre. Et donc, vous commencez à éduquer très tôt vos enfants à être habitués à ces fortes concentrations de sucre. Depuis 1974, la consommation de soda a doublé. On n'a jamais bu autant de soda que maintenant. Les ados boivent l'équivalent de 54 cuillères à café de sucre par jour, juste avec des sodas. Les nutritionnistes disent que la limite devrait être moins de 10 cuillères par jour. Donc ils en consomment 5 fois plus et certains 10 fois plus. Et maintenant, vous avez ces portions extra larges au McDonald's, et ces jeunes boivent ces grosses portions car plus vous avez soif et plus vous buvez des boissons sucrées.
Voici maintenant l'étude de UNC Chapel Hill sur des adultes de 40 à 59 ans. Ils ont trouvé une augmentation de la consommation de soda de 250% entre 1972 et 2001. Donc ce n'est pas que chez les jeunes. Et ironiquement, quand ils ont regardé dans la tranche des plus de 60 ans, l'augmentation était de 300%. On sait qu'au niveau du métabolisme, quand on consomme beaucoup de sucre, cela augmente énormément la production de radicaux libres dans le cerveau. Et cela produit des modifications sur les protéines dans toutes les cellules qui augmentent aussi les effets de ces radicaux libres. En gros, cela fait vieillir beaucoup plus rapidement toutes les cellules de votre corps, et en particulier les cellules du cerveau. Les personnes qui consomment beaucoup de calories, et en particulier du sucre, ont une probabilité 6 fois plus importante de contracter la maladie d'Alzheimer. Donc l'apport calorique, et en particulier par le sucre, est bien plus important pour la maladie d'Alzheimer que ce que l'on croit en général. On estime que 50% de la population américaine a une hypoglycémie réactive, ce qui veut dire que si on mange ou on boit quelque chose contenant du sucre, le taux de sucre dans le sang va chuter à cause d'une sursécrétion d'insuline. Le taux de sucre est si bas que vous commencez à avoir ces symptômes d'anxiété, de colère. Vous vous sentez fatigué, faible, avec des grosses envies de sucrer, car sinon vous avez l'impression que vous allez vous évanouir. Et en effet, certaines personnes s'évanouissent vraiment, elles font des crises d'hypoglycémie et meurent de cette hypoglycémie. On en revient au sucre qui provoque la production d'insuline, qui cause à son tour l'hypoglycémie et stimule les glandes surrénales, la production de cortisol, d'épinéphrine et de norépinéphrine qui stimule le cerveau et la production de glutamate, qui est un excitateur et entraîne l'hyperactivité. Et il provoque aussi des lésions permanentes au cerveau. De nombreuses études montrent qu'il y a une corrélation entre l'abus d'alcool, l'hypoglycémie et les comportements criminels. Si vous considérez les prisonniers violents d'une prison, la plupart sont hypoglycémiques et alcooliques. Et nous savons que lorsque ces délinquants boivent de l'alcool, leur taux de sucre dans le sang diminue dramatiquement. C'est une hyper-réaction à l'effet de l'alcool. Je me rappelle d'un jeune homme qui venait me consulter. Il avait perdu la moitié de sa vision, il ne pouvait rien voir d'un côté. Ce qui s'était passé est qu'il buvait, et son taux de sucre était tombé si bas qu'il était tombé dans le coma. Il y eut un accident vasculaire cérébral dans la partie visuelle de ce côté du cerveau, et cela peut arriver. Les jeunes ne savent pas que cela peut arriver, et pourtant ce n'est pas rare. Vous pouvez faire une crise et en mourir. Une corrélation intéressante entre l'alcool et l'hypoglycémie est que 97% des alcooliques sont hypoglycémiques, contre 18% de la population en général. La raison est que l'alcoolique continue à boire de l'alcool, parce que l'alcool est une source d'énergie importante. Quand leur taux de sucre dans le sang chute, ils boivent de l'alcool et ils se sentent mieux. Leur taux chute, ils en reboivent encore, etc. C'est un cercle sans fin. Voici ce qui se passe quand vous régulez l'hypoglycémie. 71% deviennent sobres. Le meilleur taux de réussite chez les alcooliques anonymes est de 25%. Donc la correction d'un symptôme corrige un autre symptôme. Et si l'on regarde les statistiques du FBI, la plupart des crimes violents aux USA sont en relation avec l'alcool. La plupart des agressions le sont, la plupart des accidents routiers le sont, parce qu'il produit les mêmes effets que ceux que le sucre produit. Les effets remarquables les plus agressifs sont chez les individus ayant un dysfonctionnement du lobe temporal. Il ne sert pas qu'à la mémoire, il est aussi responsable des émotions, particulièrement de la colère, qui est connectée à l'amygdale du cerveau, qui est le siège de gestion de la colère. On a trouvé que les personnes qui ont un dysfonctionnement du lobe temporal, lorsqu'elles deviennent hypoglycémiques, deviennent littéralement folles de rage. Ce sont ces individus qu'on retrouve dans les courses-poursuites sur la route, qui, dans des moments de colère, battent à mort des personnes, ou poignardent quelqu'un sans aucune raison, ou pour des raisons insignifiantes. Pour le commun des mortels, mais pas pour eux, cela déclenche dans le lobe temporal leur colère. Ils perdent donc tout leur contrôle, et on appelle cela le syndrome de perte de contrôle. J'ai travaillé pendant des années aux urgences, et les alcooliques qui y venaient étaient les personnes les plus violentes,
Il fallait parfois toute l'équipe pour les maîtriser. Ils avaient une force énorme, comme des animaux enragés. C'est pour cela que vous voyez ces courses effrénées sur la route, et que vous vous demandez comment quelqu'un peut-il faire cela. Ce n'est pas un acte conscient de leur part, c'est le fait que leur taux de sucre dans le sang a chuté, ou qu'un effet se produit dans le cerveau, qui les fait s'enrager. Si je mettais une électrode dans votre cerveau et que je stimulais ce même centre, vous attaqueriez la personne la plus proche de vous. Vous pourriez la tuer, et vous ne pourriez pas contrôler cela. Voilà donc les effets possibles de l'alimentation sur le comportement. Dans un groupe d'Indiens du Pérou, on a trouvé que 50% étaient hypoglycémiques, et c'est l'une des tribus les plus violentes de la planète. Et cela parce qu'ils sont hypoglycémiques. J'en dirai un petit peu plus après. Le sucre n'est pas le seul élément causant l'hypoglycémie. L'aspartame, appelé NutraSweet, et le glutamate monosodique, GMS, sont deux puissants stimulateurs de l'insuline. Les deux vous rendront fortement hypoglycémique, et c'est l'un des paradoxes de cet additif sucrant qu'est l'aspartame. Parce que si vous regardez les études faites par la FDA, la Food and Drug Administration, un des effets nocifs rapportés est la prise de poids. Tout le monde pense que ça va leur faire perdre du poids, mais en fait, cela vous fait grossir. Et c'est bien sûr parce que cela vous rend hypoglycémique. Donc vous avez tendance à grignoter, à manger plus. Et vous prenez du poids. Le glutamate monosodique a le même effet, et les industriels le savent, c'est pour cela qu'ils en mettent autant dans leurs produits. Car cela vous donne faim, et vous mangez encore et encore plus de leurs produits. Nous savons que le glutamate peut provoquer une rage intense si vous en injectez des microdoses dans l'hypothalamus. On peut ainsi faire en sorte qu'une souris attaque un chat. Et cette souris peut même tuer ce chat. C'est une crise de rage intense et complètement incontrôlable. Quand vous êtes hypoglycémique et que vous ingérez du glutamate monosodique en même temps, l'effet se démultiplie. Cela se produit constamment dans notre société. Si vous sortez et que vous buvez votre soda, que vous grignotez des chips, qui contiennent des fortes doses de glutamate monosodique, c'est pour cela d'ailleurs qu'elles sont si bonnes, votre taux de glutamate et votre taux de sucre dans le sang commencent à augmenter. Le glutamate stimule la production d'insuline, le sucre stimule la production d'insuline, le taux de sucre dans le sang tombe, et pour les personnes sensibles, et il y en a beaucoup, vous pouvez littéralement devenir fou de rage. Donc c'est un effet très puissant. Et bien sûr, il y a en plus l'effet excitotoxique qui détruit les cellules du cerveau. On sait que certains acides aminés peuvent causer l'hypoglycémie. La tyrosine, la glutamine, la valine, l'isoleucine, la lutéine. Tous ces acides aminés peuvent provoquer une hypoglycémie profonde. Et en fait, l'hypoglycémie liée à la lysine chez l'enfant peut littéralement tuer le nourrisson. C'est l'un des facteurs reconnus de la mort subite du nourrisson, et ça peut même tuer des adultes. Dans une étude finlandaise, Virkkunen en 1983, il y a eu une étude des délinquants violents en prison. Il a trouvé que chez les sujets violents impulsifs, le genre qui vous attaque sans raison et vous bat à mort, le taux de sucre dans le sang chutait soudainement et ensuite remontait rapidement. Donc il y avait une chute rapide et une remontée rapide. Et ces individus étaient parmi les plus violents. Parmi les délits mineurs, du style de vol à la tire mais sans violence, le taux de sucre chutait rapidement, mais par contre remontait doucement. Et nous savons que ces changements de taux de sucre dans le sang peuvent provoquer des changements dramatiques dans les fonctions du cerveau et causer ces comportements délinquants. En fait, il y a même eu des cas dans lesquels les gens devenaient kleptomanes à cause de fortes consommations de sucre. Un cas intéressant est une femme qui allait au magasin pour voler tout ce qu'elle pouvait. Elle fut arrêtée. On trouvait qu'elle était hypoglycémique réactive. On changea son régime et il n'y eut plus aucun problème. Donc on constate ces comportements bizarres à cause du sucre. Le docteur Ron Prince de l'Université de Floride, en 1980, fut le premier à étudier les effets du sucre sur le comportement des enfants. Il constata que la ration calorique chez les enfants était composée de 40% de sucre. Chez les plus gros consommateurs de sucre, qui étaient constitués par 25% de tous ces enfants, il y avait une forte déficience d'attention et ils étaient hyperactifs. C'était ce genre d'enfants qui se balancent contre le mur
et que l'on met ensuite sous Ritaline. La docteure Jane Goldman, de l'Université de Connecticut en 1986, a fait une expérience intéressante. Elle a donné à des enfants la dose de sucre que l'on trouve dans un Coca-Cola. 30 minutes après l'ingestion, les performances mentales ont chuté de façon significative. Et cette chute était à son maximum 1 heure après l'ingestion. Elle a aussi constaté que les enfants qui buvaient du Coca-Cola commettaient 2 fois plus d'erreurs que ceux qui n'en buvaient pas. Donc la consommation de sucre est bien en relation avec la capacité de penser correctement. Les effets nocifs arrivent généralement 1h30 après la consommation de la boisson. Judith Wurtman et son mari sont neuroscientifiques et ils travaillent au MIT sur la nutrition du cerveau. Ils ont trouvé une forte corrélation entre la consommation de sucre, le comportement et les taux de sérotonine dans le cerveau. Toutes ces drogues, que l'on appelle des ISRS, des inhibiteurs sélectifs de recapture de la sérotonine, sont des drogues qui régulent et qui augmentent la production de sérotonine dans le cerveau. Malheureusement, chez certaines personnes, ces drogues diminuent le taux de sérotonine et ces personnes se suicident ou commettent des meurtres. Quand on regarde les faits divers où les enfants à l'école tuent, comme l'exemple de Columbine, on voit que tous prenaient ces drogues antidépressives. Donc on rend des enfants meurtriers en diminuant leur taux de sérotonine, alors qu'on pensait l'augmenter. On sait que le taux de sérotonine est en corrélation avec le taux de sucre. Et vous pouvez créer des souris tueuses, comme je vous en ai parlé avant, en diminuant leur taux de sérotonine dans le cerveau. En regardant aussi les études sur les Indiens Kuala des Andes au Pérou, une tribu très violente, avec des meurtres, des viols, etc., on voit que 55% de ces hommes sont hypoglycémiques. Et c'est toujours les responsables de ces actes les plus violents qui étaient les plus hypoglycémiques. Leur régime principal est fait de pommes de terre. Et la pomme de terre est très fortement hypoglycémiante. Et combien d'entre nous n'avons jamais mangé de frites? Les pommes frites sont fortement hypoglycémiantes. C'est comme manger du sucre. Et c'est peut-être pour ça que les Irlandais sont si cruels des fois. En étudiant les hommes non violents de ce village, leur taux de sucre dans le sang était normal. Eger et Carter, en 1985, et ceci est une étude très connue, prirent 76 enfants hyperactifs et les mirent sous un régime faible en glucides, qui élimina aussi beaucoup des colorants alimentaires. Ils ont trouvé que 82% d'entre eux ont eu une amélioration du comportement et que 28% sont redevenus normaux. Et pourtant, c'étaient des enfants vraiment très durs à contrôler. Les réactions les plus violentes pour les colorants alimentaires furent pour le colorant jaune numéro 5, qui est la tartrazine, et pour le benzoate de sodium, qui sont des additifs alimentaires très courants. Les réactions d'allergie alimentaire les plus courantes étaient avec le soja, à 73%. Et pourtant, c'est la mode du soja dans ce pays, avec du lait de soja, du soja par-ci, du soja par-là, en pensant qu'il aide à prévenir tout un tas de maladies. Ensuite, le lait de vache à 64%, puis le chocolat à 59%. Donc l'aliment le plus nocif est le soja. On nourrit les bébés avec, et leurs mamans, et tout le monde consomme ces produits contenant du soja. L'étude suivante est intéressante, elle a été faite sur des lycéens mâles, et on a fait attention qu'il n'y ait pas de cas psychiatriques, d'abus de drogue ou de problèmes médicaux afin de ne pas compromettre cette étude. On a donné un questionnaire auquel il était possible de donner des réponses plutôt agressives ou plutôt modérées. Et presque sans aucune exception, ils ont trouvé une forte connexion entre les réponses agressives et l'hypoglycémie. Comme je l'ai déjà dit, la sérotonine régule les fonctions du cerveau en charge de résister au comportement agressif. C'est le neurotransmetteur le plus en relation avec la dépression et le suicide. Quand ce taux est bas, on a un taux de suicide important, un taux de dépression important, un taux d'agressivité plus important. Le maïs contient une faible quantité de tryptophane, qui est le précurseur de la sérotonine. Donc, il y en a une faible quantité dans tous les produits à base de maïs, les cornflakes, la farine de maïs, etc.
Donc si vous mangez beaucoup de produits à base de maïs, vous réduisez votre capacité à sécréter de la sérotonine. Vous avez plus de chances de souffrir de dépression et plus de chances de suicide. La tyrosine est l'acide aminé précurseur de l'épinéphrine, de la norépinéphrine et de la dopamine. La dopamine sert pour la motivation. L'épinéphrine et la norépinéphrine servent à l'attention, donc pour votre concentration et votre attention. On a constaté qu'un taux assez bas de tyrosine est associé à la dépression et à la sensibilité au stress. Vous augmentez la tyrosine, vous réduisez le stress. De même, les vitamines peuvent influencer ces paramètres. Par exemple, la niacine, ou vitamine B3, est connue pour être en relation avec la maladie mentale. La niacine a une fonction importante dans le cycle de production d'énergie dans le corps. Elle sert à former le NAD, le nicotinamide adénine dinucléotide. Et dans la maladie appelée pélagre, on développe des symptômes psychiatriques et les 4 D, diarrhée, dermatite, démence et décès, qui sont des caractéristiques de la pélagre. Une déficience subclinique est associée avec des symptômes psychiatriques courants. Il existe ainsi une forme de schizophrénie sensible à la niacine. Si on augmente le taux de niacine, la schizophrénie disparaît. Il y a d'autres nutriments associés au comportement, comme les vitamines C, D, E, K, A, B et les carotènes. Tous sont associés au fonctionnement du cerveau et au changement de comportement quand ils sont en carence, combinés ou seuls. La carence en vitamine B1, la thiamine, est associée au beriberi. Les symptômes sont l'insomnie, la dépression, la perte de mémoire, la fatigue chronique et les sautes d'humeur. Cela caractérise le beriberi. Les carences subcliniques aux USA apparaissent lorsque l'on consomme beaucoup de glucides. Cela diminue votre taux de vitamine B1 et c'est la façon dont on constate les carences en thiamine aux USA, qui est aussi en corrélation avec une carence en magnésium. Une étude nationale sur les adolescents rapporte que 60% sont en carence de fer, 57% en carence de vitamine A, 43% en vitamine C, 39% en vitamine B1, 30% en protéines, 16% en riboflavine. Nous sommes censés être dans une civilisation industrielle avancée, et il y a pourtant beaucoup de carences en nutriments ayant un rôle important dans le cerveau et le comportement. Et ce ne sont pas des problèmes isolés. Cette étude, probablement une des plus grandes jamais faites, porte sur 1,1 million d'enfants dans les écoles publiques de New York. Elle montre qu'en donnant une simple dose de multivitamines journalière, sans même que ce soit un complexe multivitaminé adapté, cela augmente sensiblement les résultats aux tests scolaires. Voici les résultats. Les barres noires représentent ici le régime classique des enfants. Et année après année, les variations des résultats aux tests scolaires. Ils ont pris une partie de ces enfants et ont changé certains éléments de leur régime alimentaire. Et il y a eu une augmentation considérable dans la réussite aux tests. L'année suivante, on enleva encore quelques autres aliments nocifs, et les bons résultats ont encore augmenté. L'année suivante, sans rien changer de plus, les résultats se sont maintenus. Et l'année suivante, on a encore enlevé des additifs alimentaires, et les résultats ont encore progressé. Donc vous voyez qu'il y a une influence profonde sur les fonctionnements du cerveau, au niveau intellectuel, juste en changeant l'alimentation. Donc la plupart de ce que vous faites et de ce que vous mangez est nocif pour votre mémoire, votre potentiel d'apprentissage et vos capacités intellectuelles. Et ceci est visible pour des carences modérées et non pas des grosses carences, juste pour des carences moyennes. Dans une autre étude célèbre de Tucker en 1990, il trouve que des carences en thiamine et riboflavine non seulement mettent en danger les fonctions neuropsychologiques, mais altèrent aussi l'électroencéphalogramme. En étudiant 260 adultes de plus de 60 ans, il a trouvé qu'il y avait une relation entre la vitamine C, la riboflavine, la vitamine B12 et l'acide folique, et l'apprentissage conceptuel, qui est l'une des fonctions les plus sensibles du fonctionnement cérébral. Donc le cerveau est très sensible à ces carences. Il trouva aussi une plus forte corrélation pour le carotène que pour la vitamine A. Le carotène est converti dans le corps en vitamine A, mais le carotène a aussi d'autres fonctions dans le corps.
Voici maintenant quelque chose à laquelle on ne pense pas et que beaucoup de docteurs ignorent presque totalement, c'est que les allergies alimentaires affectent aussi le cerveau. Et beaucoup de gens ont des allergies alimentaires sans le savoir. On croit que quand on est allergique à un aliment, cela doit provoquer des crampes d'estomac, des gonflements, etc. Mais la plupart des allergies alimentaires provoquent seulement des symptômes neuropsychologiques subtils. Quand vous ingérez ces aliments auxquels vous êtes allergique, ils passent dans votre sang sous forme de fragments, alors qu'ils ne sont pas censés s'y trouver. Et cela se passe à cause de la porosité de l'intestin grêle. Ces fragments d'aliments sont alors reconnus par le système immunitaire. Cela provoque une intense réaction immunitaire qui se produit aussi dans le cerveau. Donc le système immunitaire du cerveau est aussi activé. Et il relâche donc des éléments toxiques, dont le glutamate. Et c'est ce qui cause ces dysfonctionnements neurologiques. Il peut y avoir toute une sorte de symptômes provoqués par des réactions immunitaires déclenchées par l'alimentation. La léthargie, la stupeur, la désorientation, la paranoïa, l'agitation, la rage, la panique, le comportement criminel, et même des convulsions et des attaques cérébrales. Une des relations intéressantes avec les allergies alimentaires concerne la schizophrénie. Une équipe de recherche suédoise a trouvé des relations intéressantes entre schizophrénie et allergie alimentaire. Ils ont trouvé que chez les schizophrènes, 88% étaient allergiques au blé, 60% au lait, 50% au maïs et 100% à la gliadine et au gluten, qui se retrouvent dans le pain, les pâtes, les gâteaux, les biscuits et dans tous les produits céréaliers. Tous sont donc allergiques au gluten. Donc ce qu'ils ont fait dans un grand hôpital psychiatrique est qu'ils mirent un groupe sous régime sans gluten ni gliadine. Presque tous sont redevenus normaux. Tant qu'ils sont restés sous régime sans gluten, ils sont restés normaux. Mais une toute petite dose de gluten les refaisait repasser schizophrènes. Et ils devaient être internés. Cas après cas après cas. Donc cela montre les terribles effets que cela peut avoir sur le fonctionnement du cerveau. Et cela peut se terminer à l'asile. Beaucoup d'allergies alimentaires vous rendent accro à l'aliment auquel vous êtes allergique. Et donc vous voyez des gens qui sont allergiques à un certain aliment, et c'est justement à cet aliment qu'ils sont accros. Et bien sûr, à chaque fois qu'ils en mangent, cela les rend malades. Il y a énormément de personnes qui se plaignent d'avoir l'esprit embrouillé, d'être incapables de penser clairement. Vous trouvez l'aliment allergène et vous le supprimez, et ces gens sont abasourdis et surpris de voir comment leur esprit est devenu clair. Donc ce sont des effets très importants. Cela a été étudié en laboratoire, nous pouvons le démontrer, et nous connaissons les mécanismes du système immunitaire qui les provoquent. Les mêmes effets se retrouvent avec la survaccination. C'est pour cela que vacciner les enfants avec tellement de vaccins produit tous ces troubles neurologiques. Troubles de l'attention, hyperactivité, autisme. C'est parce que quand on vaccine les enfants, non seulement on active leur système immunitaire, mais on active aussi le système immunitaire de leur cerveau, de la même façon qu'avec les allergies alimentaires, mais avec une différence majeure. Quand on injecte le vaccin, la réaction immunitaire s'engage pendant des années et sans s'arrêter. Donc l'enfant a un cerveau enflammé qui ne se calmera pas, à moins de produire ces dysfonctionnements cérébraux. Cela a été démontré de nombreuses fois dans toutes sortes d'études. Et il y a une corrélation entre les allergies alimentaires et l'hypoglycémie. Un bon nombre de personnes qui développent ces allergies alimentaires deviennent hypoglycémiques. Les aliments allergisants principaux sont le lait, particulièrement le lait de vache. Les enfants délinquants boivent plus de lait que les autres. Il y a ensuite le blé, le maïs, le café, les œufs, les pommes de terre, les cacahuètes et le soja. Beaucoup de gens ne savent pas que le soja est un allergène. Des millions de gens en consomment, et pas seulement sous forme de lait. Ils mangent tout le soja qu'ils peuvent, parce qu'on les a malheureusement induits en erreur, en leur disant que cela prévenait les risques de cancer du sein et de la prostate. Il n'y a aucune preuve de cela. Par contre, il y a des preuves que le soja fait grossir plus rapidement le cancer du sein.
Nous savons aussi que certains types de graisses que vous consommez peuvent affecter l'apprentissage. Consommer des graisses animales en proportion importante interfère avec les capacités d'apprentissage et de mémorisation. Ce n'est pas seulement parce que les graisses saturées interfèrent avec les récepteurs synaptiques du cerveau, mais aussi parce que ces graisses contiennent des toxines. Par contre, les oméga-3 ont l'effet opposé. Ils améliorent la dépression, la mémoire et l'intellect. Il a même été démontré qu'ils réduisent la schizophrénie. C'est parce que le cerveau utilise énormément d'acides gras du type oméga-3 dans ses membranes. Le DHA constitue environ 50% de toutes les membranes du système nerveux. Les yeux aussi contiennent énormément de DHA. Et il y a beaucoup de nouvelles études qui montrent que les maladies des yeux s'améliorent quand on augmente la prise d'oméga-3 et particulièrement de DHA. Les acides gras oméga-3 sont très importants. Et vous avez peut-être entendu que l'on modifie les aliments pour bébés pour y rajouter du DHA et de l'acide arachidonique. Et que les bébés qui ont cela dans leur lait ou dans leur nourriture sont plus intelligents et ont une meilleure vue que ceux qui n'en prennent pas. Donc maintenant, la plupart des industriels en rajoutent. Pourtant, on savait cela depuis 20 ans. Les Européens mettent du DHA et de l'acide arachidonique dans leur nourriture depuis plus de 20 ans. Et ce n'est que récemment que les fabricants américains ont commencé à le faire. C'est qu'il a fallu des milliers d'études qui prouvent cela, avant de pouvoir les contraindre à le faire. Une autre chose sur les graisses animales, c'est que les animaux sont de plus en plus exposés à toutes sortes de toxines, des pesticides, des produits chimiques et des herbicides. Et ces composés sont stockés dans les graisses, car ces composés sont solubles dans les graisses. Le cerveau est composé à 60% de graisse, c'est l'organe du corps qui en contient le plus. Donc il a tendance à conserver ces produits pendant toute la vie. Et même de faibles doses peuvent avoir des effets importants sur les fonctions neurologiques. Le DHA est l'un des composants des oméga-3, ces acides gras que l'on retrouve dans les huiles de poisson. On a trouvé qu'une faible concentration de DHA dans les cellules cérébrales était corrélée au comportement violent. Et il est intéressant de noter que l'alcoolisme provoque la diminution du DHA dans le cerveau. Le glutamate monosodique peut causer cela aussi. Quand la concentration de DHA est faible et que vous consommez du glutamate, cela augmente énormément le comportement violent. Le plomb est connu pour augmenter significativement les agressions, les suicides et le comportement violent. Une étude a été faite au Michigan sur quelques 380 000 écoliers. Ils ont montré qu'une toute petite augmentation du taux de plomb produit une explosion d'actes de violence et d'arrestation des adolescents. Le plomb, donc, même en faible concentration, peut altérer considérablement le fonctionnement du cerveau. Donc, pour résumer et pour finir, il y a beaucoup de choses que vous devriez savoir sur le fonctionnement du cerveau et sur l'alimentation, sur ce que vous mangez. Vous avez besoin de savoir que dans votre alimentation quotidienne, les acides gras font une grosse différence, que les oméga-3 sont les plus importants, et que la proportion d'oméga-6 dans les huiles, comme dans l'huile de maïs, l'huile de tournesol, l'huile d'arachide ou de canola, cette proportion entre oméga-6 et oméga-3 est très importante. Depuis le XXe siècle, on est passé d'un rapport de 1 pour 2 ou 1 pour 3 à 1 pour 6 ou 1 pour 20. Donc nous prenons beaucoup trop d'oméga-6 et pas assez d'oméga-3. Et en conséquence, cela détériore profondément le fonctionnement du cerveau. La consommation de glucides, de protéines, de fruits et légumes qui sont de puissants antioxydants. La consommation globale d'antioxydants, vitamines, minéraux, flavonoïdes et les thiols. Et de produits spécifiques comme l'acide lipoïque et le glutathion, qui sont de très importants protecteurs, non seulement du cerveau, mais de chaque cellule de votre corps. L'équilibre de vos hormones, testostérone, œstrogène et thyroxine, peut faire une grande différence. Les œstrogènes artificiels sont toxiques pour le cerveau, alors que les œstrogènes naturels protègent le cerveau. On voit des études qui montrent une augmentation des attaques de la démence avec des traitements aux œstrogènes artificiels, car ils produisent une demi-douzaine de composés toxiques dans le cerveau. Donc quand vous allez chercher votre ordonnance chez le médecin, il vous donne des toxines pour le cerveau.
Le bon fonctionnement de la thyroïde est important, particulièrement chez la femme enceinte. Il y a une nouvelle directive qui réclame que toutes les femmes enceintes devraient tester le fonctionnement de leur thyroïde, parce que même un dysfonctionnement marginal de la thyroïde peut entraîner une déficience permanente dans le cerveau du bébé, qui est irréparable. Donc vous devriez pouvoir évaluer votre fonctionnement thyroïdien avant d'avoir un enfant. Les toxines environnementales sont très importantes. Aluminium, mercure, plomb, cadmium, fluor, glutamate, aspartame, pesticides, herbicides, solvants industriels, colorants alimentaires, vaccination excessive. Toutes ces choses jouent un rôle très important dans le fonctionnement de votre cerveau, la toxicité du cerveau et sur votre comportement. Ce ne sont pas des choses mineures, et ces additifs ont des effets en synergie. Si on regarde l'exposition moyenne à toutes ces substances chez l'individu normal, on trouve que certaines substances sont présentes en très grande quantité. Cette exposition se retrouve chez tout le monde, et on a trouvé des pesticides jusqu'au pôle Nord. Maintenant, partout sur Terre, on mesure des taux de pesticides et d'herbicides. Et nous commençons à voir que beaucoup de ces agents peuvent produire de profonds effets neurologiques qui n'ont rien à voir avec le fonctionnement normal, et qu'ils provoquent des fonctionnements anormaux. So I think I'll hold it there.